Salut à tous, on se retrouve en live comme toutes les semaines pour l'émission Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille. Depuis la dernière émission, il y a déjà eu 3 matchs de l'Olympique de Marseille dans 3 compétitions différentes. On va parler aussi de l'AS Monaco qui reprend des couleurs et on parlera de tous les autres matchs de cette journée. Voilà, petite intro, bienvenue sur Attrick, évidemment, la chaîne YouTube. On est en compagnie de moi-même, Vincent, et on est avec Tiziano aujourd'hui. Tiziano, comment vas-tu? Bah écoute Vincent, ça va, hein? Ça faisait un petit moment que je t'ai pas venu. Toujours un plaisir, hein, de parler foot avec toi. Et on va parler Ligue 1. Bah oui, on va parler Ligue 1, on va faire une très belle émission. Dans cette intro, on a parlé de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco. On va aussi évoquer la Coupe de France, les amis, avec les matchs de hier soir et ceux de ce soir. Et on finira évidemment par notre chronique un Français à l'étranger ou les anciens de Ligue 1. Avant de commencer, petit point promo, on est en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch pour retrouver tous les lives de l'émission Farmer Streak, mais aussi tous les matins 10h midi en live sur Twitch et TikTok pour parler de l'actu football. On revient sur les matchs de la veille. On parle des matchs qui auront lieu le soir et évidemment, petite revue de presse sur toute l'actualité football. On a eu pas mal d'infos mercato récemment avec la fin du mercato hivernal. Évidemment, la chaîne YouTube où vous pouvez voir la rediffusion de cette émission. Si vous préférez nous écouter, c'est plus facile. Les plateformes de podcast, Apple Podcast, pardon, Spotify, Deezer et Amazon Music. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, @TrickFR, X, TikTok, Instagram, Thread, Facebook, et j'en oublie un, Snapchat, voilà. Mhm. Pour ceux qui veulent récupérer des maillots rétro, des nouveaux maillots, vous avez toujours le site Classic Football Shirt, où vous pouvez retrouver pas mal de choses, même des crampons et des maillots d'équipes d'autres sports, pardon. Avec le code ATRICFR10, vous avez moins 10% sur votre commande. Voilà, le petit point promo, il est fait. On va pouvoir démarrer cette émission, parler de Ligue 1 évidemment, et on va entrer directement avec ce premier match de la 20e journée entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille. Alors, ce match, on va en parler rapidement, hein, on avait les compos de l'Olympique de Marseille et du Paris FC. Donc 3-4-2-1 pour Deserbi qui utilise encore un nouveau système avec des nouveaux joueurs, une nouvelle composition, hein. On le rappelle, il y a 31 compositions différentes, notre cher Roberto Deserbi. Donc on avait Rouli dans les cages, défense à 3, Balerdi, Aguerd, Medina, Wea à droite, Peshao à gauche, Heuberg, Timber. Au milieu de terrain, en attaque, Aubameyang numéro 9, Greenwood côté droit et à gauche Ethan Nwaneri. Du côté du Paris FC, on avait le 5-4-1 de Stéphane Gilly, nouvelle composition. Il a un peu délaissé ce 4-2-3-1 habituel. Donc avec Kevin Trapp dans les cages, Noah Sangui à gauche, Otavio Kolodziejczak, Embo en défense centrale et Ali Manigori à droite. Au milieu de terrain, on avait Moïse Simon, Camara, Maxime Lopez, Ilan Kebal et Jean-Philippe Crasso en pointe. Donc voilà sur les stats, hein, on va dire rapidement, regarder les stats de ce match, c'était du 2,62 pour Ligue G côté Olympique de Marseille, 1,52 côté PFC, donc c'était plutôt un bon match, 52% de possession pour Paris, pardon. 18 tirs 4 cadrés pour Marseille et 9 tirs 4 cadrés pour le Paris FC. Voilà pour rapidement les stats. On voit que c'était plutôt équilibré. On a eu 2 arrêts de la part des 2 gardiens. Pour le fil du match, on a Mason Greenwood qui a ouvert le score à la 18e minute. Euh, Deuxième but pour Pierre-Emerick Aubameyang en deuxième mi-temps, 53e minute. Et en fin de match, en fait, le Paris FC est revenu au score avec un but de Jonathan Iconé et de Ilan Kebal. Voilà, on va pas rentrer dans ce match forcément, on va l'évoquer sur tout ce passage sur l'Olympique de Marseille. On parlera du Paris FC évidemment, hein, pour parler de cette équipe.
Mais on avait quand même, comme je le disais dans l'intro, 3 matchs de l'Olympique de Marseille, de la semaine dernière et un que l'on a eu, hier soir, en coupe de France. Donc on déjà l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, donc ils ont perdu 3-0 contre le Club Bruges, on le rappelle. Élimination par ce but du gardien du Benfica qui jouait contre le Real de Madrid, dans un autre match pour cette 24e place en phase de ligue de cette Ligue des Champions. Donc l'Olympique de Marseille est éliminé. Euh, on pensait que ça se passait bien dans ce match contre le Paris FC. Ils menaient 2-0. Au final, ils se font remonter à 2-2. Et hier soir, ils ont battu le Stade Rennais. 3-0 dans cette victoire en Coupe de France. C'était au Vélodrome, hein. On a vu la petite banderole aussi qu'ils n'oubliaient pas cette date du 28 janvier. Euh, donc c'était le match de mercredi soir en Ligue des Champions. Je veux juste retrouver mes petits résultats de Coupe de France. Voilà, Marseille contre le Stade Rennais. Donc c'était un but de Amine Gouiri qui a ouvert le score dès la deuxième minute, doublé de Greenwood à la 46e et le 3-0 c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Euh, Ethan Nwaneri aussi qui ne se fait pas expulser lors de ce match sur un mauvais coup sur Glenn Kamara. Donc voilà, Marseille qui passe en quart de finale de Coupe d'Europe. Donc ma première question, Tiziano, par rapport à tout Ouais. ce qu'on a dit dans cette entrée avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, inconstante, illisible. Comment on peut décrire cette équipe de Ligue 1? Je ne sais pas quel mot utiliser. Est-ce que toi, tu aurais une définition? Ouais, instable, imprévisible, en dents de scie. Enfin, ce qui est étonnant et décevant avec l'OM, c'est que c'est pas forcément dans les matchs qu'ils enchaînent, mais c'est au cours d'un match qu'on peut les trouver, voilà, avec des prestations qui sont de haute volée et derrière, bah, des erreurs, que tu vois normalement dans des petites équipes, les équipes qui sont pas censées, jouer l'Europe et avoir des prétentions comme celle de l'OM. Ce match du PFC, c'est un peu l'exemple. Tu tiens ton match, tu sors d'une grosse désillusion en Ligue des Champions, ton public t'attend au tournant, tu sais que tu vas avoir la pression, tu vas avoir les regards braqués sur toi. Ton début de match, il est bon, tu prends rapidement, de l'avance, 2-0 face au PFC, qui est une équipe qui est pas en forme en ce moment, on le sait. Tu dis que le match est plié. Et tu arrives avec bah, des erreurs individuelles de Rouli, de ta défense qui n'est pas encore sereine, à te faire peur. Et on sent bah, que c'est une équipe qui, dans les moments cruciaux, dans les moments de doute, a pas ce supplément d'âme pour tenir, pour repartir de l'avant. Et bah, tu craques comme tu as craqué en Ligue des Champions cette semaine. Et moi, je trouve ça vraiment difficilement défendable après ce qui s'est passé face à Bruges, de revenir avec une prestation pareille en Ligue 1. Alors que bon, tu devais te racheter, c'est le moment de te racheter, notamment pour les joueurs plus que pour l'entraîneur, en tout cas je trouve sur ce match-là. Alors, tu nous parles des joueurs, tu as parlé de l'inconstance dans les matchs directement. On va essayer de, si on peut le faire, de désigner un espèce de coupable. Donc, toi, tu nous as plutôt parlé des joueurs. C'est quoi? C'est les individualités qui ne gèrent pas la pression? Est-ce qu'ils sont pas au niveau? Est-ce qu'ils n'ont pas le niveau tout simplement? Ou est-ce que, comme je l'ai dit en intro, c'est les nombreux systèmes qu'a utilisé Roberto De Zerbi, et on n'a pas de 11 fixe, on ne sait pas qui est titulaire, qui est remplaçant. On a une idée, mais ça reste encore assez vague à ce moment de la saison. Ouais, non, t'as raison d'en parler parce que bah, je pense que ça joue également dans l'instabilité et dans le rôle que chacun. Enfin, les joueurs sont pas forcément à l'aise avec ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et bah, dans les moments de doute, ça doit jouer aussi. Mais moi, pour moi, la défaite face au PFC, elle est beaucoup plus imputable aux joueurs qu'à l'entraîneur, je trouve. Du fait que tu mènes 2-0 face à un adversaire largement à ta portée. Dans cette situation, c'est pas une question de tactique, etc. Euh, Tes entrants sont pas bons. L'entrée de Traoré, notamment, elle est pas terrible. Il y a des choses qui sont pas terribles. Et derrière, encore une fois, c'est c'est pas solide. Que ce soit Balerdi, que ce soit Rouli bah, sur le but de l'égalisation, sur le penalty. Euh, t'es pas aidé derrière.
Et ouais, forcément, il y a ce côté instable de par, les choix de ton entraîneur et je trouve qu'il y a pas un leader qui est capable de dire: «Bah, OK, on a des doutes, mais moi je vais prendre, le match à mon compte et on va le gagner celui-là. OK, on a du mal depuis le 2-1, mais on va pas s'encaisser ce deuxième but». C'est ce que faisait Rouli l'année dernière souvent. Rouli, c'était vraiment le dernier rempart l'année dernière qui t'a fait gagner un nombre, conséquent de points par sa présence, par son autorité, par ses arrêts décisifs et on voit que cette année, bah, c'est plus le cas et bah, tu le ressens au niveau comptable. Ouais, exactement. Donc, toi, tu nous as parlé des joueurs. Alors, petite précision, tu as dit défaite du PFC. On peut considérer ça comme une défaite. C'est bien un match Oui, nul, hein, excuse-moi, oui, oui, mais c'est c'est un plus match cette, nul, ouais. surtout cette défaite contre, tes propos, ils marchent avec le PFC, mais surtout avec ce match contre Bruges, évidemment, en Ligue des Champions, où l'Olympique de Marseille n'a pas du tout existé. Tu parles de Roulier, on en reviendra juste après, mais peut-être sur ses leaders sur le terrain directement. Est-ce que Pierre-Emile Holbert, par exemple, on peut le désigner ou, euh, ou des joueurs comme Aguerd ou Balerdi, des joueurs Ouais, d'expérience même Medina, hein. On sait que le leader Medina. principal de cet Olympique de Marseille, c'est Mason Greenwood. Et après, vocalement ou dans les vestiaires, voilà, c'est les joueurs que j'ai cités. Est-ce que enfin, c'est eux qui sont un peu défaillants? Est-ce qu'il y en a un principalement qu'on doit ressortir ou c'est vraiment ce collectif, quoi? Ouais, après, bon, on n'est pas dans le vestiaire pour savoir qui, est vraiment le leader. On voit que sur le terrain, les leaders, bah, vocaux, c'est comme tu l'as dit, Højbjerg, bah, Balerdi qui est capitaine. Moi, celui qui me déçoit le plus et qui est même pas qui n'a même pas joué ou qui est rentré tard, c'est Pavard. Pavard qui est arrivé avec un statut, bah, de champion du monde, un statut de finaliste de Ligue des Champions, titulaire à l'Inter de Milan et qui est venu pour être un cadre, notamment sur le terrain et bah, aujourd'hui, il est même plus titulaire, dans la tête De Zerbi et on peut pas forcément lui en vouloir quand on a vu les prestations de Pavard sur le terrain. Non, ça c'est un exemple de joueurs qui, sont censés être des leaders et qui sont, décevants du côté de l'OM. Ouais, ouais, bah, alors Pavard, c'est vrai que j'y avais pas pensé dans ma question, mais si on regarde un peu ses derniers matchs, contre Angers, il est blessé. Contre Liverpool, bon après c'est des notes flash score, hein, mais sur le match en Ligue des Champions, il a une note de 5,16, il prend un carton jaune, il joue tout le match. Contre Lens, il joue 17 minutes. Après, contre Bruges, il est suspendu du coup. Et contre le Paris FC, c'est bien ce que tu as dit, il a pas joué. Et là, même sur ce match de coupe, il a joué 9 minutes. Ouais, Et, ouais, c'est ça, il est vas-y, je te... bah, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant en début de saison, c'était dur de prévoir ça alors qu'il est venu pour être, un des leaders de cette équipe, Pavard. Bah, il arrive surtout avec ouais, ce statut de finaliste de Ligue des Champions. Il était très Complètement. bon du côté de l'Inter. En plus, on parlait de lui comme ce spécialiste de la défense à 3, Ouais, ouais, ouais. qui est souvent utilisé par Roberto De Zerbi. Il s'est quand même fait bien bouger. Surtout, on repense à ce match contre Liverpool où Hugo Ekitike, il lui fait la chanson tout le match. Euh, c'est vrai qu'il s'impose pas du tout dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et le match de Rennes, il a joué 9 minutes, je sais pas si je l'ai dit. Mais en tout cas, ouais, on peut le désigner parmi les fautifs. Et il a aussi ce statut d'international français. Et que même lui, il n'est pas sûr d'aller aux États-Unis cet été. Et Complètement, hein. donc comment on peut voir la suite pour Benjamin Pavard? Est-ce que ça y est, sa saison, elle est, alors, j'allais dire condamné, non, mais ça va être Non, compliqué de parce se qu'on sortir sait de que cette situation quand même. Même si, ouais, bah, après on sait qu'avec De Zerbi, tout peut aller très vite, hein. ouais, On a vu avec, Murillo, tu vois? Murillo qui a été titulaire à Bruges, qui a été titulaire en Ligue des Champions et du jour au lendemain est indésirable et doit faire ses bagages pour y aller. Bah, pour Pavard déjà, ça fait un joueur de moins dans son poste, ouais. Soit latéral droit, défense à 3. Non, il peut toujours revenir, sur une bonne passe, mais c'est vrai que là, dans l'état actuel, ouais, c'est inquiétant pour lui s'il a l'envie bah, de venir à la coupe du monde avec l'équipe de France. Il va falloir que sa saison tourne, prenne un meilleur tournant en tout cas. ouais, ce qui est fou surtout en plus, c'est que bon, ce poste de piston droit, je pense qu'il peut pas
Ouais, ça va être Il compliqué. peut pas être titulaire, mais dans cette défense dans une défense à 4 à droite aussi, on sait il a quand même certaines difficultés. Mais ce qui est fou, c'est que quand même, dans cette défense à 3 et côté droit, c'est Balerdi qui est là et qui fait pas une énorme saison non plus. Mm. Et au final, Benjamin Pavard, c'est pas mieux que Leonardo Balerdi. C'est quand même assez étonnant. Mais du coup, on a parlé de ces individualités. La question qui se pose, et c'est un peu notre question de journaliste, la question de l'équipe un peu, crise ou pas à Marseille du coup avec ces 3 matchs? On sait qu'il y a eu, Bah, alors avant de te relancer, pardon, on sait qu'il y a eu réunion avec les supporters lundi, il me semble, entre les dirigeants et les supporters. On sait que ça peut vite péter dans les tribunes à l'Olympique de Marseille. Et j'oubliais et la banderole, du coup, comme on l'a dit, où ils n'oublient pas ce match contre Bruges. Vas-y, je te laisse y aller, Tiziano. ouais, forcément, bah, surtout le vrai point noir, c'est le match à Bruges, l'élimination en Ligue des Champions. Euh, Plus encore que ce match nul au PFC qui est lui décevant et qui va compter pour la suite, parce qu'on a vu plus tard que Lyon revient au même niveau pour la course à la troisième place. Mais cette élimination en Ligue des Champions, elle est décevante à tous les niveaux, parce que c'était très clairement l'ambition sportive avec l'arrivée de Zerbi, avec les discours de Longoria, de Mehdi Benassia. C'était important, voilà, de continuer de jouer les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Là, enfin, c'est surtout dans la position où était l'OM avant le match à Liverpool, où il manquait un point ou un seul but pour se Ouais, qualifier. juste un On but, parle hein. d'un but, ouais, un but. Et tu prends deux fois 3-0. Non, c'est une crise sportive en tout cas. Bah, au niveau de l'institution, on a l'air de vouloir faire confiance à De Zerbi. On a lu pas mal de choses après le match à Bruges, comme quoi il aurait posé sa démission, etc. Mais au final, il a l'air d'être concerné par le projet encore, ce qui est plutôt une bonne chose du côté de l'OM, finir la saison et arracher la Ligue des Champions fin d'année. Mais le match, je pense que le match à Rennes fait du bien parce que ça te donne une porte de sortie. Cette Coupe de France, avec le PSG déjà éliminé, ça peut être la belle histoire pour l'OM qui a plus vu de trophée depuis un bon moment maintenant. Euh, je pense que c'est le dernier point le dernier barrage de cette saison pour éviter la crise totale. C'est cette Coupe de France où tu fais office de favori et où tu vas avoir l'opportunité voilà, de gagner un titre et de marquer cette ère, voilà, Longoria, Mehdi Benassia, de Zerbi, par un titre. Et si tu arrives à aller au bout de cette aventure en Coupe de France, tu peux repartir sur une nouvelle année avec de nouvelles ambitions. Ça peut te sauver de la crise, je pense. Mais attention à pas. Voilà, s'il y a une sortie au prochain tour ou même en demi-finale, etc., là, ça peut être compliqué, je pense, pour l'OM sur la fin de saison. Ok, avec tout ce que tu as dit déjà, tu as parlé des trophées, donc on rappelle le dernier trophée de l'Olympique de Marseille. Il me semble que c'est 2011, hein, donc ça fait plus quasiment 2011, 14 ans. 2012, ouais, Ouais, voilà. ouais, c'est ça, ils en avaient parlé déjà quand il y avait eu ce match contre le PSG lors du Ouais. Trophée des Champions, où ils sont passés pas loin d'avoir, même si ça reste que le Trophée des Champions, ils sont pas passés loin. Et aussi sur cette élimination en Ligue des Champions, même si ça fait mal sportivement aussi, financièrement, hein, c'est quasiment une perte de plus Sincèrement, de bien 10 sûr, millions, ouais. hein, il me semble, hein. Ça reste énorme pour l'Olympique de Marseille et les clubs français en général. Donc pour l'instant, on a dit qu'il n'y avait pas forcément de crise avec cette victoire contre Rennes. Tu as dit que les dirigeants avaient confiance en Deserbi et valider quelque chose avec cette Coupe de France avec le trio Deserbi, Benassia, Longoria. Donc pour l'instant, on n'envisage pas forcément de départ d'une des trois personnes dont j'ai cité. Voilà, maintenant, ça aurait pas trop de sens, je pense, de faire, de repartir sur un nouveau cycle avec des nouvelles personnalités, alors que tu es en pleine saison, il y a encore des objectifs à atteindre, il y a ce podium à aller chercher, il y a cette Coupe de France, comme j'en parlais. Non, pour moi, ça aurait pas de sens de tout faire péter maintenant.
Ok. Et juste petite dernière question du coup sur cet Olympique de Marseille, on pourra passer au PFC juste après. On t'a pas entendu parce que bah, t'étais pas présent sur les dernières émissions, mais sur les recrues qui sont arrivées du côté de l'Olympique de Marseille, donc on a Quinten Timber, Ethan Nwaneri et le joueur, faut que je le retrouve à chaque fois, je l'oublie, qui est arrivé, hein, Nadi, le non? joueur. Ouais, je vais checker ça tout de suite. Mais déjà sur Quinten Timber et Nwaneri, qu'est-ce que tu penses de ces recrues? Et aussi du départ de Robin Ovas côté de l'AS Roma. Ouais, du côté de la Roma. Et de D'un- Barcola aussi, qui a rejoint Sassuolo. Ouais. Ouais, Et du côté des il y a aussi arrivées, pardon, Angel dis-moi, Gomez qui est parti Angel Gomez, vers et Neil Maupay aussi qui est parti. et Neil Maupay Ils qui ont est fait un parti. peu de place dans la masse salariale. Ouais, Bah, ça doit être lié notamment à cette non-qualification en Ligue des Champions qui a dû faire un peu de mal au book. Non, du côté des arrivées, bah, Timber, j'en avais pas vu beaucoup du côté de l'Eredivisie. Mais ses premières apparitions, il est bon, au milieu de terrain, il apporte quelque chose. Euh, c'est d'ailleurs enfin étonnant, un peu décevant, je pense qu'on est l'Olympique de Marseille, de voir qu'un joueur qui arrive directement a plus d'impact qu'a pu avoir toutes les recrues estivales, hein, que ça soit Matt O'Reilly qui est reparti lui aussi d'ailleurs, ouais, Vermeuren sur courant alternatif ou Kondogbia. Euh, Après, bon, c'est toujours pareil avec l'OM, c'est dur de s'enflammer sur un mercato hivernal quand on sait que bah, dans 6 mois, ces joueurs sont sûrement plus là. Bon, Nwaneri, on se doute que c'est vraiment un prêt pour le faire progresser. C'est un très jeune joueur qui a montré de belles choses du côté d'Arsenal. Euh, mais voilà, quand on pense au mercato hivernal de l'année dernière, on a vu l'arrivée de Benasser, qui avait montré les bonnes choses pour ses premiers matchs. Après, c'était beaucoup plus compliqué. On avait eu Amar Dedic, qui n'avait pas été c'est vrai, il excellent, est qui pas n'avait fait. pas été terrible, mais qui fait maintenant une grosse année du côté Benfica. Voilà, on sait que c'est pas forcément un mercato pour les dirigeants olympiens sur le long terme. Bah, on espère que ça va changer cette année avec des joueurs qui vont avoir l'occasion de s'imposer, qui vont montrer de belles choses. Et en tout cas, c'est des joueurs qu'on a la possibilité. Ok. Donc juste pour les recrues, qu'on soit bien précis pour nos suiveurs. Donc c'est Toshuku Nadi qui vient de Zulvaret Ouais, Game, qui arrive en tant que c'est un milieu défensif, euh, donc qui est arrivé. Quinten Timber qui vient de Feyenoord. Donc comme tu l'as dit, tu l'as bien décrit, milieu. C'est un milieu box to box avec un très très gros ouais, physique ouais, par ouais. contre. Il a eu une grosse blessure la saison dernière. Nous, on en avait parlé avec Gaëtan que on aimait bien le duo Højbjerg-Kondogbia, mais Kondogbia, c'est souvent sur Ouais, c'est son ça. physique C'est le pas lâche trop. parfois. Mm. Donc Quinten Timber, c'est intéressant. Donc on a dit Ethan Nwaneri, lui, c'est un pré sec pour 6 mois. Même Mikel Arteta a dit qu'il et Arsenal a dit qu'il devrait revenir à la fin de saison, qu'il a besoin d'engranger du temps de jeu. Ça reste un très jeune joueur. On a Imad Abdelli aussi, qu'on a oublié de citer, C'est vrai. qui a rejoint l'Olympique de Marseille. Euh, Lui, on sait ce qu'il apporte. On en a déjà parlé souvent avec Angers. Il peut apporter de la qualité technique. Il a fait la CAN avec l'Algérie où il a été plutôt correct, hein, même si il n'a pas transcendé non plus cette CAN. Mais c'est un très bon joueur de Ligue 1 qui a de l'expérience. Et ça peut être une très très bonne rotation, ou voir à quel poste il peut être utilisé, peut-être plus haut sur le terrain. Oui, On oui. parlait de la recherche d'un numéro 10 du côté de l'Olympique de Marseille. Ça peut être Imad Abdelli et décaler Nwaneri ou sur un côté gauche. Ou à voir comment s'adapte Roberto De Zerbi. On sait qu'il change beaucoup de système, on le rappelle. Et après, au niveau des autres recrues, je crois que c'est bon. On a fait le tour, ouais. Et comme on l'a dit, donc Neil Maupay qui est bien parti du côté de Séville, mais bon, il avait pas fait beaucoup de matchs. Il avait 3 matchs, 90 minutes de temps de jeu. Euh, Matt O'Reilly, on l'avait dit aussi, c'était un peu cette mauvaise expression de yaourt nature, hein. Il apportait pas grand-chose non plus. Qu'il soit là ou pas, ça change pas grand-chose. Donc voilà, on verra ce que ça va donner pour la suite avec cet Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, on est au bord de la crise. On sait que c'est toujours chaud à l'Olympique de Marseille. Ouais, Mais avec cette qualification en Coupe de France, déjà, ça va légèrement mieux. Ça apaise un peu, en tout cas, la colère d'un peu tout le monde, en fait, dans le club, que ça soit Mehdi Benassia ou les supporters. Ou Roberto Zerbier, évidemment.
J'avais par contre une dernière question sur cet Olympique de Marseille, concernant, Geronimo Rulli. Il n'était pas titulaire hier contre Rennes. Il fait de on peut le dire, hein, on l'a considéré comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en début de saison. Là, actuellement, c'est peut-être, un des pires, ou en tout cas, il fait des très mauvaises prestations. Je repense au 1er but contre le Club Bruges où il a la main pas du tout ferme. Hem, Quid de Geronimo Rulli? Hem, Est-ce que c'est quoi? C'est un petit coup d'arrêt ou il est vraiment dans une, lui pour le coup, dans une crise dans son football? Qu'est-ce que tu en penses de Ouais, ça? c'est compliqué parce qu'on sait que, avant d'arriver à l'OM, à l'Ajax, c'était, vraiment compliqué pour lui. De tous les retours que j'ai vus des supporters de l'Ajax d'Amsterdam, c'était pas du tout bah, ça ressemblait beaucoup plus au Rulli qu'on a maintenant que celui de la première année à l'OM où il était vraiment, sur un nuage exceptionnel. Du coup, c'est plus un gardien tout jeune. Peut-être que, bah, là, il performait à un niveau, bah, 12 sur 10 et là, il est revenu à son standard et que, bah, ces erreurs-là, elles vont pas c'est pas juste une mauvaise passe et c'est, bah, son niveau actuel et bah, c'est un peu inquiétant pour l'OM. Hem, à voir si, Delange va avoir plus de temps de jeu, en Ligue 1, c'est pas certain. Non, c'est sûr que quand, tu as goûté, bah, au roulis, exceptionnel la saison dernière, quand tu vois, son niveau maintenant, c'est décevant, c'est décevant. Ouais, c'est clair et ça explique un peu, bah, toute cette baisse de forme de la défense, c'est lui un peu qui maintenait cette défense de l'Olympique de Mmh. Marseille et là, quand tu évidemment, quand tu as un gardien, pas en confiance derrière toi, beh, la défense commet plus d'erreurs en tout cas et moins en confiance. On verra, on va quand même lui laisser, du crédit à l'Olympique de Marseille pour l'instant. J'ai pas l'impression aussi que Deserbi, lui a enlevé toute sa confiance et il va le mettre sur le banc. Donc on verra. Il a quand même fait un très très bon début de saison et même la saison dernière, il a été plutôt bon. Donc ça sera quand même à suivre, hein. On garde certaines réserves. Sur l'Olympique de Marseille, on a fait le tour. On va aller juste sur cette équipe du Paris FC, hein, parce ils faisaient quand même partie du match de cette 20e journée. Et il s'est passé pas mal de choses du côté du Paris FC, hein. On rappelle, les propriétaires de Paris, donc c'est la famille Arnaud, hein, qui une des plus grosses fortunes mondiales. Ils avaient fait quelques recrutements cet été, Otavio, Goebbels, Pierre Lesmelou, c'était gentil, on trouvait ça sympa. Ils ont encore fait pas mal de recrutements cet hiver, on va en parler, donc il y a beaucoup de recrues, Matondo, Munetsi, Immobilier, Biancone, et il y en a un que j'oublie, je crois que c'est Mazi ou Pazi. Euh, je vais checker juste après. Mais donc c'est un jeune joueur aussi, hein. Donc Biancone, c'est un défenseur de Brighton, jeune défenseur italien qui arrive Coppola, oui, à... c'est ça? Pardon? Pas Coppola? C'est Coppola, pardon. Oui, oui. C'est Coppola. Biancone, c'était un autre joueur, pardon. Mille excuses, je confonds parce que c'était les deux un peu qui étaient en discussion. C'est Coppola, et c'est vrai, excuse-moi, qui vient de Brighton, pardon. Et donc Monetti, on connaît, hein, il était précédemment en Ligue 1. Et Ciro Immobilier, qui arrive au Paris FC, un peu ce transfert surprise. Déjà, est-ce que sur les joueurs qui viennent d'arriver, c'est un meilleur mercato que cet été? Et on l'avait dit, hein, que s'ils étaient en difficulté en Ligue 1, ils avaient le pouvoir d'investir, même si c'était pas forcément l'objectif des dirigeants du Paris FC. Bon, c'est quand même ce qu'ils ont fait. Quelle recrue t'intrigue le plus? Qu'est-ce que tu penses de ce mercato hivernal de la part du Paris FC? Ouais, c'est un mercato assez étonnant. Hem, on s'en souvient, hein, quand le PFC est revenu en Ligue 1, et qui ont commencé les premières rumeurs mercato, ont loué un mercato intelligent, que ce soit Moses Simons qui était exceptionnel du côté de Nantes, hem, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour ramener, Benjamin André. On disait: «Ouais, un mercato, made in Ligue 1 avec des joueurs d'expérience qui vont les aider à bien démarrer leur aventure». Bon, finalement, il y a eu quelques loupés, hein, quelques loupés, quelques joueurs qui n'ont pas été au niveau, notamment, bah, Moses Simons qui est très, très décevant depuis le début de la saison.
Pour ce mercato hivernal, c'est beaucoup plus fouillis, beaucoup plus confus. Je pense que Ciro Immobilier, c'en est la preuve, quoi. Ça ramène un Un ancien vieux une ancienne briscard. gloire, une ancienne gloire de Serie A, qui est plus à son meilleur niveau, qui est revenu cette année du côté de Bologne. Il vient de Bologne, hein, si je ne fais pas de Ouais, bêtises, ouais, ouais. où il avait pas du tout été transcendant. Hem, Ça montre un changement d'approche face, à la menace de la relégation, hein, qui menace, le PFC. Non, celui que je trouve qui a un très bon coup, c'est Mounetzi, qui était vraiment, une valeur très, très sûre de Ligue 1 quand il jouait du côté de Reims. Tu le ramènes, ça va être un bon coup. Il a déjà été impliqué sur l'égalisation face à l'OM, c'est lui qui subit la faute de Rouly. Non, moi je pense que ça, c'est un bon coup. Coppola, il avait une très grosse cote quand il était en Serie A du côté de Vérone. Ça a été beaucoup plus dur à Brighton, mais bon, ça reste aussi un bon joueur qui va t'aider défensivement, je pense. Et après, avoir les autres, j'avoue, c'est pas des joueurs que j'ai beaucoup suivis, c'est de très jeunes joueurs, comme tu l'as dit. Mais moi, je pense que ces deux-là, déjà, peuvent t'aider pas mal. Ouais, j'essayais encore de chercher. Ah, c'est Zabi, voilà. Le jeune joueur qui a été recruté du côté du stade de Reims Ouais, par le Paris pour très FC. cher, Patrick il me Zabi, semble. voilà. 19 millions, ouais, 20 millions d'euros. Et il y a aussi Matondo, Rudy Matondo, qui vient de Auxerre. Rudy Matondo, voilà, qui pour 15 millions, 15-20 millions, qui vient de l'AGIA. Donc ouais, moi, celui qui m'intrigue le plus, effectivement, mais que j'ai pas du tout vu venir. En plus, c'est un viewer des lives du matin qui me dit Tiro Immobilier au Paris FC. Au début, presque, je rigole. Euh, et après, je vois que l'info est vraie. Donc, c'est vrai que c'est étonnant. Tu l'as dit, les recrues n'ont pas donné forcément satisfaction. Que ça soit Otavio pour un prix assez cher, que ça soit Moïse Samon. William Goebbels, il a été plutôt intéressant, mais il est en grand manque de Ouais, moi, stats. je le trouve vraiment, vraiment pas très bon, hein, mais bon, Ah ouais? Bah après, il est vraiment ouais, dans un manque de stats. Après, je trouvais que c'était pas très mal. En fait, il y a pire que lui, surtout. Il y a des Amari Traoré qui a quasiment pas joué. ouais, Jonathan Iconé, pour le coup, ça va. ouais, ça allait, ouais. Bon, Kevin Trapp, il est dans cette. Il joue une fois sur deux aussi avec Obed Ekambadio, l'autre gardien. Je suis en train de regarder. Mounetzi, c'est vrai que c'est intéressant. On sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il va t'apporter. Après, Chiro Immobilier, ça reste un gros buteur. Ça a été un gros buteur international, que ça soit quand il est allé à Je suis en Dortmund allé voir ses ou. stats cette saison. Avec Vas-y. Bologne, c'était 6 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Ok. C'est vraiment le pari, quoi. Voilà, après, s'il se plaît à Paris, pourquoi pas. Mais en tout cas, il a eu des stats auparavant, ça, on peut pas lui Oui, enlever oui, quand même. après, voilà. Diego Coppola qui était défenseur à Brighton. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut. Même moi qui suis la première ligue, honnêtement, je sais pas exactement ce qu'il vaut. Après, on sait que la première ligue, ça reste très physique. Donc en Ligue 1, possiblement, il pourra faire l'affaire. Il y a aussi Lucas Coleocho qui vient de Burnley, dont on n'a pas parlé, qui a déjà joué, qui a fait quelques bons matchs, hein. Il a été plutôt pas mal, je trouve. Même si ça reste à confirmer. Voilà, il avait marqué contre Nantes dès son deuxième match. Donc voilà, c'est vrai que c'est des recrues assez floues quand même. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, on pourra comparer ces deux mercatos, en tout cas le mercato d'été et d'hiver, sûrement en fin de saison pour le Paris FC. Mais moi, je reste quand même intrigué par Thiro Immobilier. On me l'enlèvera pas, ça. Euh, Après, sinon, sur les dirigeants du Paris FC, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Est-ce qu'ils sont déjà sur la saison prochaine? On a dit qu'ils étaient en difficulté en Ligue 1, mais ils ont quand même un peu d'avance sur les places de barragistes. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois qu'il y a 6 points, 7 points, il y a entre Nantes et le Paris FC, même s'ils sont que 14e. Ils ont une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Mais est-ce que les dirigeants du Paris FC sont déjà sur la saison prochaine? On sait qu'il y a le
comment on appelle ça? Le terrain d'entraînement qui est en train d'être agrandi, de meilleures infrastructures pour le club et ou sinon, faut juste pas perdre cette saison de vue, parce qu'on l'a dit, 7 points, ça peut être vite rattrapé mais ils ont quand même cette coupe de France, pardon, hem, où ils ont sorti le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, 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 faut quand même faire attention, sur la fin de saison, moi, je trouve. Bon, forcément, on va se projeter sur la prochaine, mais on a vu, bah, notamment l'année dernière avec, le Stade de Reims qui est descendu alors qu'ils avaient des une belle avance, hein, à la mi-saison sur les barragistes. Du coup, attention, il faut gérer la fin de saison sérieusement et oui, forcément, c'est un club qui a beaucoup d'ambition. Du coup, on a envie de les voir, avec une vraie structure, avec une vraie construction d'effectifs, à la hauteur de leur ambition et ça prendra peut-être plusieurs saisons, plusieurs années, mais c'est un projet qui va être, intéressant à suivre. Et donc du coup, sur ce match, de coupe de France, ça va être contre Lorient. Est-ce que tu les vois passer contre Lorient, qui est une équipe en forme en ce moment? Ouais, comme moi, comme tu as dit, c'est une équipe en forme. Après le PFC, ils ont fait l'exploit face au PSG au tour précédent. Heu, forcément, ça a dû les motiver pour essayer de faire un petit parcours, hein, en Coupe de France, forcément. Moi, j'ai du mal, non, je pense que Lorient va s'imposer. Ils jouent vraiment bien en ce moment, Lorient. Mmh, Heu, je trop pense qu'ils vont faire respecter la logique et s'imposer. OK. Le Lorient qui est sur 3 victoires d'affilée, on en Mmh. reparlera juste après par rapport aux actionnaires de Lorient. Et la comparaison était bonne avec le Stade de Reims parce qu'ils étaient, j'avais oublié ça, mais ils étaient finalistes hein, la saison dernière en C'est Coupe de vrai France aussi. Ouais. et ils sont descendus. Donc voilà pour ce Paris FC. Et si on parle tactique quand même, on va parler tactique un peu football. Le problème du Paris FC, c'est quoi? C'est les individualités qui ne sont pas assez fortes ou il y a un problème, je sais pas, sous-jacent dans cette équipe du PFC, peut-être la tactique. On avait des doutes sur Stéphane Gilly au final, Stéphane Gilly, pardon. Au final, ça va, il s'est plus trop bien rattrapé. C'est quoi? C'est les individualités qui sont Ouais, tout ouais, simplement pas assez les fortes? individualités, on a vu, il y a pas mal de postes où bah, moi j'ai beaucoup critiqué la défense du PFC, hein, qui leur a coûté beaucoup de points, où ça a été compliqué pour Otavio notamment, qui a coûté assez cher, qui a mis du temps. Là, ça va un peu mieux depuis quelques semaines, mais il a mis beaucoup de temps à s'adapter. Kolo Djezak, pour moi, c'est plus un joueur niveau Ligue 1. Très clairement. Bon, il y a Embo, c'est des fois oui, des fois non. Non, il y a pas mal de manque de qualité à pas mal d'endroits de l'effectif. Il y a eu bah, comme on l'a dit, des recrues décevantes. Moses Simons, Ikoné qui a mis du temps à s'adapter. Après, au niveau du contenu, moi, dans le foot de Gilly, j'ai été pas mal de fois convaincu hein, par le PFC qui a réussi à proposer des choses, à avoir une équipe qui portait vers l'avant, qui se crée des occasions. Mais bon, voilà, tu as été tué. Moi, je trouve que oui, c'est vraiment une question d'individualité. J'ai un gros problème notamment bah, avec le dossier de l'avant-centre, que ce soit Crasso, qui fait des bonnes choses pour son niveau. Je pense que Crasso, ça va, mais tu sens qu'il est limité. Et notamment Goebbels, que moi, j'ai trouvé vraiment techniquement, avec le ballon, très, 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 très limité, très dur à faire jouer. Il m'a beaucoup déçu. Du coup, voilà, ouais, moi, je pense qu'avec de meilleurs, euh, de meilleurs choix sur le mercato, pour être beaucoup plus haut parce que ce que propose Gilly, moi je trouve que c'est assez convaincant. Voilà, voilà pour répondre à ta question. OK. Bah, surtout sur la tactique de Stéphane Gilly, hein, on sait qu'il aimait bien ce 4-2-3-1. Au final, il a plutôt opté pour cette défense à 5 parce qu'il prenait beaucoup trop de buts. Il a senti que la Ligue 1, c'est peut-être un peu trop fort pour l'instant pour son effectif. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est revenu à ce système à 5. Mais oui, c'est vrai, je pense que c'est vraiment les individualités qui ont du mal, hein, je pense que tu les as toutes citées. Peut-être Maxime Lopez aussi, on sait que physiquement c'est compliqué, mais il a du mal à. Je trouve, je le pensais,
Je pensais qu'ils feraient des meilleurs matchs dans leur contenu. Mais voilà, c'est vraiment en plus. Et on a eu ce débat aussi sur les lives du matin, hein. Il me semble que c'était CKTV qui nous en parlait. Bref, que c'était un peu Ilan Kebal qui cachait Ouais, bah ouais. l'arbre qui cachait la forêt. Voilà. Donc on verra pour ce Paris FC sur cette fin de saison. En tout cas, ils restent sur 3 matchs sans défaite pour le coup en Ligue 1, mais c'était 2 matchs nuls et une victoire. Donc on verra. Je pense que sur ce match Olympique de Marseille, pardon, Paris FC, on a fait le tour, on a parlé des sujets que l'on voulait, des joueurs, tout ça. Donc on va passer sur un autre match. Et on l'a dit, hein, les deux équipes dont on parle le plus cette saison en Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, qui a remporté leur match 4-0 contre le Stade Rennais. L'ASM qui se réveille, qui relancent cette saison, eux qui étaient en grande, grande difficulté en Ligue 1, qui restaient sur 9 défaites, il me semble, sur les 10 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Et au final, qui inverse la dynamique si on les compare un peu à l'Olympique de Marseille, même s'ils sont 10e Monaco, ils sont qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions où ils ont chopé par contre le Paris Saint-Germain. C'est un peu dommage. Euh, mais, et là, ils ont gagné 4-0, un clean sheet pour cet AS Monaco. Est-ce que ça y est, ils peuvent relancer leur saison avec cette qualification en LDC et cette victoire contre Rennes, même si ça va être compliqué contre le Paris Saint-Germain, évidemment. Non, moi j'ai du mal à y croire. Je pense que la saison de la SM, elle est, elle est ce qu'elle est. T'as changé de coach au milieu de saison. T'as beaucoup de blessés. T'as des choix mercato. Le cas Pogba qui est un peu, voilà, un peu symptomatique de ses erreurs et de la situation de la SM. Après, je pense que c'est possible pour eux d'aller gratter une place en Conference League à la fin de la saison. C'est pas impossible. On l'a vu, voilà, face à Rennes, ça a plutôt bien joué. Mais je pense que la qualification Ligue des Champions, c'est sympa, mais bon, tu vas normalement sortir face au PSG. Si le PSG décide d'être sérieux, parce que bon, face au dernier match contre l'ASM, ils ont perdu, on le rappelle. Et c'est pas non plus le grand PSG qu'on voit en ce moment. Non, 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 moi je pense que Monaco cette saison, bah, c'est un peu une saison de transition. T'as un nouveau coach, t'as un groupe qui commence à avoir fait le tour des individualités qui sont plus forcément au niveau. Golovin, Minamino qui est blessé là, Akliouche qui est assez décevant cette saison. Euh, à voir si Monanigra peut réveiller cet effectif, lui qui vient d'arriver en prêt de la part de Sunderland. Moi, j'ai du mal à y croire. Après, voilà. Ouais, bah, en fait, c'était ma question suivante sur Simon Indigrat. Je pense qu'il peut pas Ouais, réellement apporter un vrai plus à cet ASM. je On pense sait que qu'il peut si, si, jouer si, c'est à. un profil qu'il n'y a pas énormément non plus du côté de la SM, des vrais ailiers, un ailier percutant, un ailier qui va vouloir vraiment attaquer son défenseur. Il y a beaucoup de numéro 10, joueurs milieu offensif du côté de la SM. Non, je pense qu'il va faire du bien, qu'il va beaucoup aider l'équipe de Pocognoli. Mais je suis pas certain que c'est lui qui va aider la SM à faire un run de 10 victoires d'affilée et qui va les aider à batailler pour cette quatrième, cinquième place et jouer l'Europe. Alors, on va peut-être en parler juste après. Ouais, on va juste en parler de cette cinquième place. Je voulais rester quand même sur les individualités. Donc, on le rappelle aussi, Simon Adigra arrive pour 17 millions d'euros. Donc, c'est un prêt payant de 1 million plus 17 millions avec l'option d'achat. Et l'ASM qui laisse partir, du coup, Georges Ilenikena du côté de à l'Ittihad, il me semble, ou en tout cas en Arabie Saoudite, et pour 33 millions d'euros. L'ASM qui avait Ouais, besoin de liquidité, qui risquait des sanctions avec l'UEFA par rapport à l'encadrement de la masse salariale, il me semble.
Ils ont fait une plus-value sur Ilini Kena. Ils ont récupéré Simon Ndigra qui correspond plus à leur demande. Je te sens un peu sceptique sur ces individualités. Il y a aussi les retours de la CAN, retour des blessés petit à petit, un clean sheet, 4 buts. Il y a aussi ce système que l'on retrouve pas un système fixe que l'on retrouve pas du côté de Pocognoli, que ce soit une défense à 4, une défense à 3, même les joueurs différemment euh, sur cette fin de saison. Et aussi, je vais te poser toutes les questions en même temps, comme ça va faire une grosse réponse, mais sur les individualités qui doivent se montrer sur cette fin de saison. Tu as parlé de Akliouche, mais il y a aussi, par exemple, Ansu Fati, retour au Barça ou pas, ou est-ce qu'il trouvera un meilleur club. En tout cas, lui, il doit se montrer pour la suite de sa carrière, simplement. Adingra aussi, qui n'était pas à la CAN hein, Ouais. avec la Côte d'Ivoire. Zakaria, qui est le capitaine de cette équipe et qui a été blessé en début de saison, qui retrouve petit à petit son football, hein, même si ça reste pas énorme. Jordan Tézé, par exemple, un joueur qui peut jouer, prétendre à une place, en tout cas avec les Pays-Bas pour la Coupe du Monde, ou en tout cas il a Ouais. déjà été sélectionné précédemment, ou même, hein, bon, Thilo Kehrer, il fait une très mauvaise saison, donc on va voir, mais par rapport à tout ça, au système Pocognoli, au retour des blessés, tu penses pas qu'il y a, je sais pas, une émulation qui peut se créer du côté de l'AS Monaco? Et on espère pour eux, hein, ça leur ferait du bien dans cette saison morose. Ouais, 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 non, ouais, comme j'ai dit, c'est un groupe particulier. Je trouve l'AS Monaco, beaucoup de joueurs de qualité, mais pas forcément, qui ont le meilleur, qui sont forcément les plus complémentaires entre eux, pour créer une équipe, dynamique, comme le voudrait, Pocognoli. Après, ouais, au niveau des individualités, tu en as parlé, il y aura des joueurs qui vont avoir à cœur de bien finir la saison, bah, notamment pour l'échéance, mondiale, hein, forcément. Akliouche, il a une place à jouer, il a plutôt été bon lors de ces derniers rassemblements où il a été appelé. Et Du coup, clairement, manque de ça a stats été avec important. Monaco. Et voilà, avec Monaco, par contre, c'est vraiment plus compliqué. Du coup, à lui de bien finir la saison pour se montrer aux yeux de Deschamps. Euh, ouais, un autre joueur qui pourrait avoir à cœur aussi de bien finir la saison, c'est Balogun, qui est sorti sur blessure, je crois, hein, contre Rennes. On va vérifier Mais je suis pas sûr que, ça. je sais pas s'il est forcément, c'est Il est, forcément s- sérieux. il est sorti à Mais la 56e, mais oui, possiblement. bah, en tant qu'international américain, forcément, il va jouer la Coupe du Monde à domicile. Euh, pour lui, ça va être un grand moment, je pense. Et il va vouloir, vouloir arriver avec la meilleure forme possible, contrer. Non, il y a des, comme on l'a dit, hein, il y a des joueurs de qualité dans cet effectif, c'est pas le souci. Maintenant, c'est est-ce qu'ils sont forcément tous complémentaires? Est-ce que tu as les joueurs qu'il faut pour le système Pocognoli? À voir, à voir. Moi, je pense que on va avoir un grand ménage cet été. Euh, Ça va vraiment être une saison, enfin un ASM vraiment différent l'année prochaine. Et j'ai hâte de voir ça, de voir l'ASM se renouveler et voir dans quelle direction ils vont partir. D'accord. Bon, t'as pas l'air très convaincu. J'ai essayé de trouver certains arguments sur le système Pocognoli. On a beaucoup parlé aussi avec Gaëtan. Il est assez, en tout cas, il mourra avec ses idées. Sébastien Pocognoli. On verra si ça payera ou pas. Euh, Monaco, donc tu as parlé du classement de Monaco. Monaco est dixième de Ligue 1 à 5 points de la cinquième place pour la Ligue Europa. Donc au final, Ouais, c'est pas on sait que ça va très si vite en c'est Ligue 1. jouable, hein. Tu nous as dit? C'est jouable cette cinquième place en vrai. Bah ouais, c'est ça, c'est que c'est jouable, donc on sait que ça va très vite en Ligue 1. D'après toi, faut prioriser quoi? Il y a la Ligue des Champions, donc on l'a dit avec le barrage. Il y a la Coupe de France contre Strasbourg. Et du coup, c'est 5 points d'écart avec cette cinquième Non, mais ouais, place. non, mais de toute façon, je pense que t'es l'ASM, bon, ta saison, t'as plus rien à perdre, tout le monde a compris que ça va être une saison décevante. Si tu peux faire si tu peux, voilà, faire un bon run final et aller gratter, on sait que Rennes, même Lille en ce moment, c'est plutôt compliqué, hein, au niveau sportif. Ou si tu peux les griller sur le poteau et aller chercher cette cinquième place et jouer l'Europa League, tu serais très content. Et bah, c'est pas impossible si tu arrives à créer cette dynamique positive. Moi, je pense que ouais, ça va être la priorité de la Ligue 1.
Bon, la Ligue des Champions, on l'a dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ouais, pourquoi pas? Ouais, donc plutôt la Ligue 1 que Ouais, par ouais, exemple moi, un je parcours en pense Coupe de France. que oui, après, tu peux toujours espérer, bah, comme toutes les équipes en lice, hein, faire un beau parcours en Coupe de Oui, France. Il y a encore pas mal d'adversité. Euh, mais c'est jouable. Mais voilà, quand tu vois qu'il y a encore l'OM, qu'il y a encore l'OL, tu vas affronter Strasbourg. Ouais, c'est quand même plus relevé que faire gratter 5 points en Ligue 1. Je pense que c'est faisable pour ce groupe quand même. ok. Ok, ok, donc pour cette AS Monaco, pardon, Tiziano n'est pas convaincu du tout par cette équipe. Je viens de dire que c'est faisable quand même pour Oui, l'Europe. c'est vrai, mais Mais bon. bon, c'est vrai, j'ai connu des équipes qui m'ont plus emballé que celle-là. Après, ouais, c'est dur Ah, c'est une de saison s'emballer, compliquée hein. quand même, Ouais. faut le dire. Ouais, on se rappelle, hein, on en a parlé la semaine dernière avec Gaëtan, on en a parlé rapidement. On a même esquivé le match parce que vraiment ce match contre Le Havre, il était horrible. Le match contre la Juventus, ils grattent leur match nul, on a l'impression que c'était Ouais. presque un match arrangé. Ah, je Euh, voulais pas le dire, mais je le pense tout autant. Voilà, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais. On verra pour la suite pour l'AS Monaco. Le prochain match, on en parlera juste après. Je l'ai pas sous les yeux, donc on en parlera juste après. Sur cette équipe du Stade Rennais qui petit à petit repère des points. Donc deux défaites sur les trois derniers matchs, un match nul aussi. Donc un match nul contre le Havre, un but partout. On a eu la défaite contre Lorient qui se relance bien. Mhm. Et, cette défaite 4-0 contre l'AS Monaco, plus l'élimination en Coupe de France, du coup 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut dire que le Stade Rennais est replongé dans la crise ou c'est juste une mauvaise passe pour cette équipe de Rennes? Ouais, 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 on sait que bah, la saison rennaise, elle pour le coup, elle est marrante à analyser parce que bon, c'est vraiment des pics, quoi. Ça commence plutôt bien, il y a mini crise, Habib Beye sur le départ, et la série de victoires, du coup bon, tout le monde est dans le train, et là hop, ça redescend. Non, c'est assez marrant. Euh, ouais, à voir parce que on va en parler, je pense, plus tard, mais je suis pas du tout convaincu par le mercato hivernal. Euh, Bah, si tu veux y aller, on peut vraiment. y aller, hein. Ouais, bah Euh, allons-y, au moins on parle de tout le temps, hein. Ouais, je te lance. Je rappelle juste les recrues. Donc, les recrues rennais, c'est Arnaud Nordin hein, qui est de retour en Ligue 1. Sébastien Zimanski qui vient du Fenerbahçe, c'est 26 matchs cette saison, 2 buts, 2 passes D. Le jeune marocain Yassir Zabiri qui joue au Portugal, donc c'est 12 matchs, 4 buts. Mais par contre, avec les jeunes marocains, c'est 30 matchs, 19 buts. Ouais, donc voilà, sur cet effectif Un niveau de Rennes, départ. c'est eux Bon, qui après, peuvent. voilà, c'est. Je pense que t'es dirigeant, t'es comptable. T'es comptable au Stade Rennais. Le mercato d'hivernal, il t'a mis très, très, très bien. Là, les 70 millions sur Jacquet, les 30 pour Meïté. Euh, C'est vrai non, au qu'il y a niveau comptable, Kader Meite. t'as un peu sauvé la catastrophe qui était l'été dernier, où t'avais raté bah, quasiment toutes tes recrues. Là, voilà, financièrement, t'es reparti. Mais c'est sûr que sportivement, euh, bah, Arnaud Nordin, j'ai pas suivi sa saison en Mayence, mais bon, s'il repart 6 mois après, un prêt, ça va pas non plus être formidable. Et on l'a quitté avec un Montpellier 18e, pire équipe de Ligue 1, où c'était vraiment compliqué pour tout le monde. Szymański, jamais vu jouer. Bon, de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air d'être le joueur du siècle. Non, le petit Marocain, lui, pour le coup, il y a quelque chose à développer. Il a été très bon, notamment la Coupe du Monde U20 avec le Maroc, si je Ouais, dis pas de ouais. bêtises, où il avait été une des révélations. Mais t'as pas arrangé tes soucis de manque de percussion, de manque de joueurs un peu frissons dans ton secteur offensif. Ça va, je pense, faire du mal à Rennes sur cette fin de saison. Euh, Moi, je les vois descendre un petit peu. Ça m'étonnerait pas comme on en parlait juste avant, qu'ils se fassent dépasser, que ce soit par Monaco, par d'autres équipes comme ça qui arrivent à faire un bon run final. Je pense qu'Abibay va finir la saison quand même, mais voilà, on va être plus sur une équipe un peu plus tiède, un peu plus moyenne que ce qu'on a vu jusqu'ici.
Ouais, par rapport à ce que tu as dit, donc déjà sur Habib Beye, il avait annoncé en conférence de presse, il y a pas de coupe d'Europe, il quitterait le club. Ouais. Mais par rapport à ce que tu as dit, à l'allant offensif de ce Stade Rennais, pardon, hem, sur le système d'Habib Beye, il est critiqué en ce moment par rapport à ses 5 défenseurs. Est-ce qu'il faut le changer pour avoir, plus de joueurs offensifs? On voit par exemple Ludovic Blas qui est souvent sur le Mmh. banc et qui rentre en cours de match plutôt, repasser à une défense à 4 et avoir un joueur offensif en plus? Ouais, après moi, je trouve qu'il avait pas enfin l'effectif était vraiment construit pour ce système, heu, jusqu'ici, avec vraiment, bah, des attaquants de pointe, que ce soit Le Paul, Embolo ou Kader Mété qui est maintenant parti. Tu tes pistons, tu tes défenseurs centraux capables de jouer, dans une défense à 3. Hem, est-ce que tu as les recrues nécessaires pour changer de système? Parce que pour si tu repasses à une défense à 4, va falloir des joueurs de côté, un peu dynamiteurs. On sait que Ludovic Blas, ça peut être ce joueur, mais bon, c'est plus un joueur, axial aussi. Je ne sais pas si Szymański, Arnaud Nordin et le troisième joueur dont j'ai oublié le nom, vont suffire à pouvoir, justifier un changement de système et à repasser avec une attaque à 3 notamment. Pour moi, ça me paraît un peu compliqué. J'essaye de regarder, un peu rapidement. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une composition avec 4 défenseurs? Bon, évidemment, Brissamba serait dans les cages. On aurait notre défense, Jacquet, Brassier en défense centrale. On Tu peux pourrait jouer avec décaler Abdel Merlin, Frankowski, il peut peut-être jouer à latéral voilà, c'est droit, ça. c'est pas Ou on peut même impossible. mettre, Abdelhamid, à droite en cas. Ouais, Abdelhamid Aïd Boutlal, pardon, hein, ouais, c'est lui oui. le dont je parle et avec ou Merlin à gauche et ou Moussa El Tamari repassé sur un côté aussi. Et donc du coup, ça nous Ouais, donnerait une attaque avec Esteban Le Paul devant. Yassir Zabiri, possiblement l'utiliser sur un côté, c'est un jeune joueur qui peut peut-être amener de la percussion. J'avoue que je connais pas forcément le joueur, hein, je crois que c'est plus un avant-centre aussi. Ou ben, Nordin, hein, Nordin à droite, à gauche, on a dit Moussa El Tamari en attaque. Esteban Le Paul ou Bril Mbolo. Et sur ce milieu de terrain, on aurait Ludovic Blas qui se replaçait dans l'axe avec Valentin Rongier, Madi Camara ou Diawy Cissé. Non, tu m'as pas convaincu, tu m'as je pas t'ai pas, je t'ai convaincu. pas encore vendu du rêve. À Monaco, j'arrive pas. Rennes, j'arrive pas. Non, mais notamment le secteur inventif, tu me dis Moussa El Tamari, Le Paul, Nordin, je suis pas dans le train. Non, on parle quand même de 2 joueurs qui étaient avec, Montpellier l'année dernière, quoi. 2 joueurs qui qui étaient 18e de Ligue 1 l'année dernière avec Montpellier. Moi, je ne peux pas je ne crois pas à cette propagande. Non, non, je pense Ok. que, ça va finir la saison avec ce système, et ils ont fait des bonnes choses avec ce système au cours de la saison. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est sûr qu'actuellement, on voit le manque de création, de créativité, lié à cette défense à 3, ces 2 attaquants, centraux. Ouais, à voir l'année prochaine. Moi, je pense que là aussi, c'était un mercato qui a été vraiment, pensé pour le coach, pour Habib Beye. Moi, je pense qu'il va mourir avec ses idées comme Amorim, à Manchester United, qu'elle a fait et on va voir où ça le mène. Ok, bon, je t'ai pas vendu du rêve. Bon, il y a encore, on va voir Zimanski ce qu'il peut apporter, quel Ouais, poste il peut jouer peut-être ça aussi. va être la révélation, c'est Manski, hein, mais bon. Ouais. Face à l'OM hier, Ouais. c'était Bon, pas aussi, ça. on peut avoir Ludovic Blas sur un côté et avec nos trois milieux, Diawy Cissé, Madi Camara, Valentin Rongier. Bon, c'est à Bibey de décider. On verra ce qu'il choisira pour les prochains matchs. Euh, il y a juste un joueur aussi, une dernière individualité dont je voulais te parler, c'est Jérémy Jacquet, donc, qui a été recruté Mmh. par Liverpool, qui reste jusqu'à la fin de la saison au Stade Rennais. Jérémy Jacquet, 60 millions plus 10-12 millions de bonus. Est-ce que c'est surpayé? Est-ce qu'il y a un risque que Jérémy Jacquet se déconnecte un peu de cette fin de saison avec le Stade Rennais, vu que lui, il a déjà son contrat et ses billets pour Liverpool? Ouais, bah, c'est toujours la question avec ces transferts hivernaux et le joueur qui reste au club. Après, moi, je pense que
il a encore beaucoup à prouver, Jérémy Jacquet. Enfin, s'il veut une place de titulaire à Liverpool, il a intérêt à faire une grosse fin de saison. Euh, Ça peut être que bénéfique pour lui. Euh, Après, voilà, je pense que ça reste un jeune joueur. Il est quoi, c'est sa vraie première année, enfin sa première année complète. Ouais, L'année ouais, dernière, ouais. Ouais, clairement. il arrive, il revient de près au mercato hivernal. Non, je pense il est content au Stade Rennais. Enfin, c'est un club qui lui a fait confiance, qui l'a mis dans les bonnes dispositions pour justement faciliter ce transfert. Je le vois mal. Je le vois mal. Après, bon, tout est permis, on ne sait pas forcément, mais je le vois mal, voilà, lever la patte, commencer à jouer un peu, soit défensive à moitié. Moi, je pense qu'il va honorer sa part du contrat et qu'il va faire l'effort qu'il faut pour finir bien cette saison avec Rennes. Ok, bah c'est vrai que j'avais pas fait attention à cette histoire, mais c'est vrai il est de retour en février du côté de Rennes, il fait 11 matchs, et Ouais, il ouais, fait bah cette saison, et là il part pour 60 millions. Ben, sacré parcours en tout cas. En tout cas, ça, il était en prêt à Clermont et je c'est sais ça plus, exactement. je crois que c'est un adjoint de Bay qui fait le forcing pour casser le prêt. Je crois qu'ils payent même 1 million hein, pour casser le prêt de Clermont pour le ramener parce qu'ils avaient vraiment ils avaient la vision sur lui et bah ça a payé hein, Bah un an oui. après. Tu t'empoches 70 millions sur ce joueur, c'est fou. Bah, en tout cas, ils se sont pas trompés. On verra pour la suite de sa saison. Dernière question sur Rennes et sur ce match. Rennes, les prochains matchs. Donc, on a Lens à Bollaert, PSG, le PSG à domicile et Auxerre à l'extérieur. Sur les matchs allés, Rennes n'avait pris que 2 points, 7 buts encaissés et 2 buts marqués. Cette fois-ci, combien de points Rennes peut prendre sur ces 3 matchs? Ouais, moi je suis pas optimiste pour Rennes. Je suis pas beaucoup optimiste aujourd'hui. Non, mais ça me va. Enfin, vu l'état de forme actuel, j'ai du mal à les voir prendre des points sur ces 3 matchs. Bon, moi, je dis un point à Auxerre. Un point Et Auxerre. Waouh! défaite à Bollaert et défaite face au PSG. Ok, ok, ok. Je te trouve, bah non, plutôt correct. Moi, j'aurais dit plus la victoire contre Auxerre parce que Ouais, c'est pas c'est impossible non compliqué, plus. mais bah bon, ça reste pas beaucoup mieux. Bon, donc voilà, on verra sur ces deux équipes, l'ASM, hein, qui retrouvent des couleurs tout de même, et le Stade Rennais, bah, qui en perd, donc à suivre le reste de la saison. Sur les autres matchs de cette 20e journée de Ligue 1, est-ce que Tiziano, tu voulais revenir sur un match en particulier? Euh, je sais pas, sur le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, peut-être? Ouais, bah j'aimerais bien faire un petit. Oui, parler vite fait de l'Olympique Lyonnais, vu que je n'ai pas pu en parler ces dernières semaines, Allez, on qui, t'écoute. qui Qui a gagné a leur match pas fait contre son Lille, meilleur match de la saison face au LOSC, mais qui repart avec la victoire. Un Lyon qui enchaîne une 10e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, qui est vraiment sur les super rails là pour repartir sur cette deuxième partie de saison. Un mercato hivernal que j'ai trouvé vraiment très intelligent. Bah, Hendrick, on en a parlé, tu en as parlé, super recrue qui a déjà montré tout l'étendue de son talent. Et petit jeune Noah Narté là qu'ils ont recruté du Danemark, ou si je ne dis pas de bêtises, enfin, ouais, d'un pays ouais, de nordique en tout Brondby. cas. Brøndby, exactement, merci. Pour une première apparition, je l'ai trouvé. Alors, il n'était pas totalement prêt, mais techniquement, c'est impressionnant. Il a des enchaînements, des prises de balles qui vont faire beaucoup de bien à cet OL qui pouvait manquer parfois de, de jeu vers l'avant dans ce milieu de terrain avec Tessman et Morton. Notamment Tessman hein, qui est assez lent comme joueur, qui a pas les meilleurs pieds du monde. Là, ça va faire beaucoup de bien. Il marque en plus pour son premier match. Il offre la victoire sur un travail de Kluivert. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur pas devenir aussi nul en début de saison et là aussi fort en si peu de temps. Non, c'est impressionnant. Du coup, ouais, moi je suis vraiment dans le train de ce duel. J'aime beaucoup ce que dégage l'équipe, ce que fait Fonseca. Et, et voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont finir la saison, s'ils peuvent accrocher ce podium. Hein. Ils sont revenus à niveau de l'OM, au même nombre de points. Ça va être vraiment intéressant, je pense, dans cette course finale pour le podium.
Ouais, 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 exactement. Il y a aussi le jeune Rémi Imbert, hein, qui a marqué la Ouais. semaine dernière en Ligue Europa. On sait que la formation lyonnaise a toujours un ou deux talents quand même à sortir. Rémi Imbert, hein, qui grappille du temps de jeu. Pavel Suc aussi, on en a souvent parlé. Ouais, que Kluivert, bon, on en parlait ensemble sur les émissions précédentes. C'est fou le Bah, revirement de vraiment. situation. Là, je crois qu'il sera absent pour ce match de coupe contre Laval. Mais en tout cas, c'est assez fou ce qu'il est capable de faire en ce moment. Donc ouais, l'Olympique lyonnais, toujours en forme. Lille aussi qui est toujours un peu plongé dans cette crise, hein. On aura le temps d'en reparler, on en a Mm. parlé déjà la semaine dernière et il y a quelques semaines aussi. On pourra en reparler. Mais ouais, cet Olympique lyonnais, par contre, faudra pas. Enfin, faudra pas. Ils peuvent pêcher physiquement aussi, hein. Ils n'ont pas énormément de rotation non plus, malgré les blessés qui vont revenir petit à petit. Ils vont enchaîner donc Coupe de France contre Laval. Normalement, ils sont favoris en tout cas. Il y a la Ligue Europa aussi où ils vont devoir jouer sur plusieurs tableaux. Et évidemment, la Ligue 1, où tu l'as dit, ils sont quatrième, égalité de points avec l'Olympique de Marseille. Voilà pour cet Olympique lyonnais. La victoire du Paris Saint-Germain, un peu difficile contre Strasbourg aussi, victoire 2 buts à 1. Paris, on en reparlera évidemment, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a ces matchs contre Monaco. De toute façon, on a l'occasion d'en parler souvent du Paris Saint-Germain. Moi, je voulais revenir juste sur, alors, pas forcément sur le match, mais l'équipe de Lorient qui a gagné contre Nantes, hein, lors de cette 20e journée, qui a officialisé leurs nouveaux actionnaires avec, donc Black Knight Football Club, des investisseurs américains, il me semble, ou en tout cas nouveau consortium. On sait qu'ils ont déjà deux clubs, il me semble. Donc c'est Bournemouth en Angleterre et Moreirense au Portugal. Il y avait déjà des négociations, enfin, ils avaient déjà des accords. On pense à Eli Junior Kroupi, qui était meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec Lorient, qui est parti du côté de Bournemouth. Donc on a une nouvelle un peu multipropriété dans cette Ligue 1. Il y a évidemment Strasbourg-Chelsea, qui est on voit beaucoup de joueurs, de coachs qui font la passerelle entre ces deux clubs. On a ici une autre forme de multipropriété en Ligue 1 avec Nice-Manchester United, où là, il ne se passe rien du tout. On sait que Ineos souhaite vendre aussi l'OGC Nice. Comment tu vois ces nouveaux actionnaires à Lorient? Ils gardent leur président Loïc Ferry, hein, qui est là depuis Ouais. 2009 quand même. Comment tu vois cette nouvelle multipropriété en Ligue 1? Ouais, moi je suis pas un grand fan des multipropriétés. J'ai toujours l'impression que bah, les clubs de Ligue 1 finissent jamais du bon côté des avantages, quoi. C'est souvent les petits frères. Euh, ouais, voilà, on le voit avec Strasbourg, on l'a vu avec Troyes. Troyes qui a vraiment pas profité de son partenariat avec City. Euh, non, là encore une fois, on sent que bah, Bournemouth, ça va être l'équipe privilégiée par les dirigeants globaux de cette municipalité. À voir. Après, peut-être que ça peut être bénéfique pour Lorient, qui va peut-être avoir des joueurs en prêt et tout ça. Mais voilà, c'est toujours le même discours avec ce nouveau football, cette petite propriété. C'est quoi? On parle de joueurs en prêt. Et bah, on sait que si Lorient arrive à débloquer des bons joueurs, bah, ultimatement, ils vont finir en première ligue, ils vont finir du côté de Bournemouth. Du coup, voilà, c'est toujours. Je suis pas sûr que ce soit une grande bonne nouvelle pour la Ligue 1 de voir un nouveau club céder à la multipropriété. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais ouais, de mon côté, pas emballé.
Bah, c'est sûr que la multipropriété, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup, hein. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, même par rapport à 3 et le groupe, le City Group, hein, évidemment. Mais on voit les difficultés financières Ouais, ouais, ouais. de cette Ligue 1 avec les droits télé, la LFP, tout ça qui est plutôt mal géré, je trouve, hein, pour rester correct. On voit que LFP Media essaye de trouver des solutions pour trouver des liquidités avec les achats de matchs comme la Coupe du Monde 2026 qui pourrait apparaître sur Ligue 1 Plus. On sait que les futures années avec les droits TV, il y a pas grand-chose qui va rentrer dans les caisses des Ouais, clubs. Après, c'est un peu aussi la faute des clubs d'avoir un peu basé tout leur budget sur ces droits télé qui étaient énormes, hein. On a miroité pas mal de choses. Et on sait que l'objectif des clubs, que ça soit peu importe le club, en fait, l'objectif maintenant, c'est même plus de gagner des trophées, hein. Ils préfèrent ne pas faire de parcours que ça soit dans n'importe quelle compétition, même dans une Coupe de France, mais ne pas descendre en Ligue 2 parce que remonter après en Ligue 1, c'est compliqué. On le voit avec Saint-Étienne qui est descendu, on le voit avec Montpellier, Bordeaux, j'en parle même pas. Donc ouais, on a plus peur en Ligue 1 et les dirigeants de Ligue 1 de descendre en Ligue 2 que vraiment aller concourir pour ouais. certains trophées, c'est hyper dommage. Et en plus, quand les multipropriétés, en fait, que ça soit des deux côtés, j'ai parlé de Strasbourg-Chelsea, c'est horrible, hein, j'aimerais pas être supporter de Chelsea, mais côté Nice-Manchester United, c'est horrible aussi, il ne se passe rien, il n'y a aucune opportunité pour l'OGC Nice, là, c'est carrément l'actionnaire délaisse totalement le club, souhaite le vendre, ils ont demandé un prix exorbitant, au final, ils vont le vendre pour 2 fois moins cher. Donc honnêtement, à voir. On va laisser la chance. De toute façon, on peut rien gérer, mais à voir ce que ça va donner entre Lorient et Bournemouth en tout cas. Voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à la Ouais, non, question, non, mais c'est bien apporté du contexte, hein. C'est vrai que les clubs, c'est pas facile pour eux. ouais, Après, faut voir sur le long terme, si, vraiment c'est un système périn et ils peuvent s'y retrouver, ouais. même financièrement là-dessus et s'ils finissent pas par être, bah, comme tu l'as dit avec Nice, hein, tu peux vite être délaissé et t'en sortir très mal quoi de ces Ouais. multipropriétés. Et on peut aussi voir ça d'un autre œil. On en a parlé, alors c'était il y a plus longtemps, mais l'arrivée du Qatar avec le Paris Saint-Germain, on se disait que ça allait, il y aurait plus de concurrence en Ligue 1. Bon, Ouais, évidemment, le PSG domine, mais bon, est-ce que on se dit presque que c'est pas mieux que ça soit des grosses puissances comme ça qui viennent investir en Ligue 1 que des multipropriétés où après les clubs sont laissés à l'abandon. ouais, ouais, Et puis le pire, alors là, c'est pas une multipropriété, mais un des pires exemples, ça reste Bordeaux, hein. On se rappelle que mmh. Gérard Lopez a essayé d'acheter des clubs au Ah ouais, Portugal, c'était une que ça soit multipropriété Lyon avec, aussi. Lyon ouais, avec il y avait John Textor, Molenbeek, Botafogo, tout ça, ils ouais, sont tous carrément, dans la carrément. merde maintenant. Donc voilà, quel est le meilleur modèle économique Mmh. pour les clubs de Ligue 1 actuellement? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Évidemment, ceux qui regardent la vidéo, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans Mmh les mh. commentaires si vous avez des solutions pour les clubs de Ligue 1, mais c'est vrai que c'est difficilement lisible, ou sinon faut que des Louis Vuitton investissent dans des clubs comme le Paris FC. Voilà. Ou sinon, il y a quand même des exemples en Ligue 1 où certains clubs marchent très très bien, tournent bien parce qu'ils sont tournés vers le sportif, pardon. C'est des clubs comme Lens, hein. Lens est le très bon exemple Ah d'une oui. gestion de club parfaite en ce moment. Des bons coups sur le mercato, Alan Saint-Maximin qui arrive, Masuaku qui arrive aussi. On parle de Florian Thauvin, Jean-Louis Leca, qui est le directeur sportif de ce club. Ils ont même réussi à racheter le stade de Bollaert. Donc, pour le coup, il y a des exemples aussi positifs euh, en Ligue 1 et Lens qui n'est pas une multipropriété. J'essaie de trouver d'autres clubs, mais Rennes aussi, hein, ils ont quand même un sacré bon budget, même si eux, c'est pour plutôt sportivement où ils ont fait des mauvais choix. Lille aussi, ça reste bien géré aussi, je trouve.
Après, j'ai pas tous les détails et tout ça, hein, mais de ce que je vois, c'est plutôt pas mal. Euh, donc voilà. Sur ce débat de multipropriété, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. On va finir, on va vous donner tous les résultats de cette 20e journée de Ligue 1. Quand même, on n'a pas pu parler de tous les matchs, on est déjà à 1h15 d'émission. Donc on avait Lens-Le Havre, Lens qui s'est imposé, qui est toujours deuxième de Ligue 1 contre Le Havre. Donc Paris FC Marseille, 2 buts partout. Lorient-Nantes, donc Lorient s'est imposé 2 buts à 1, qui est dans la première partie de tableau. Lorient. Monaco-Rennes, donc victoire 4-0 de Monaco. Lyon s'est imposé 1 but à 0 contre Lille. Toulouse-Auxerre, ça a été un 0-0 match nul. Nice-Brest 2-2. Je me fais ma petite pub, mais si vous souhaitez voir les conférences de presse de l'OGC Nice, il y en a une qui est sortie ce matin par rapport au match de Coupe de France, hein, de Claude Puel et d'un joueur Djoumaba de l'OGC Nice. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux @trickfr. Donc Nice et Brest, 2 buts partout. Angers-Metz, victoire d'Angers 1 but à 0 et victoire du PSG contre Strasbourg 2 buts à 1. Au niveau du classement, allez, ça va s'afficher. Voilà, le Paris Saint-Germain qui est premier au classement avec 48 points. Lens deuxième, 46 points. Troisième ex aequo avec Lyon, l'Olympique de Marseille à 39 points. Lille 5e, 32 points. Et Rennes, 31 points. Strasbourg, 7e place, ex aequo avec Toulouse, 30 points. Et en bas du classement, on a Metz dernier, 18e. Auxerre, 17e, 13 points. Metz, 12 points, je ne l'ai pas dit. Auxerre, 13 points. Nantes, 14. Et il y a quand même cet écart toujours avec Le Havre qui est à 20 points. Donc 6 points d'écart entre le barragiste et la 15e place. Et après, on a tout ce qui est Paris FC 21 points, l'OGC Nice 22 points, Brest 23 points. Voilà. Les top buteurs. Mason Greenwood, toujours meilleur buteur de Ligue 1, 13 buts. Joaquin Panicelli de Strasbourg, 11 buts. Esteban Le Paul et Pavel Such, 9 buts. Et Ilan Kebal et Wesley Saïd avec 8 buts. Pour les prochains matchs, donc les matchs de ce week-end en Ligue 1, on aura Metz qui va recevoir le LOSC. Une occasion pour le LOSC de se relancer en Ligue 1. Lens-Rennes. Match très intéressant de ce samedi. Brest-Lorient. Nantes-Lyon. Donc, j'ai pas de suite, mais Nantes qui reçoit Lyon. Nice-Monaco, le derby du Sud-Est, à domicile pour Nice. Angers-Toulouse, Auxerre-Paris FC, Le Havre-Strasbourg et le classique, le PSG-Marseille. On rappelle, Marseille qui avait battu le PSG au Vélodrome, le PSG qui avait gagné le trophée des champions au Koweït, et donc on verra pour ce troisième match entre les deux équipes cette saison. Est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse plus qu'un autre, peut-être Tiziano, ou on passe à autre chose? Non, en vrai dire. Ouais. Pas Non, convaincu non, par cette non. Ligue 1 cette semaine, Tiziano, hein. Bah, il y a des équipes qui m'emballent, d'autres un peu moins, qui sont pas. Je les trouve pas dans le jus. Il Ouais. faut que ça revienne. Mais non, non, non. Bah, après, forcément, on va regarder, hein, on va prendre du plaisir sur des petits joueurs frissons. Mais là, quand tu m'as énuméré les matchs, il n'y en a pas un qui m'a sauté à l'oreille, quoi. Alors moi, il y a quand même le derby Nice-Monaco, hein, c'est pas parce que je suis Forcément. supporter de Nice, mais voilà. Je pense que ça peut être pas mal, un Nice qui retrouve petit à petit des couleurs quand même si les résultats suivent pas forcément. Il joue contre Montpellier en Coupe de France. Je vais peut-être vous citer les matchs de Coupe de France de ce soir, Ouais. pour ceux qui souhaitent le suivre. Normalement, l'émission sortira avant les matchs, donc ça devrait être bon. Donc Lorient, Paris FC. Lyon-Laval, Nice-Montpellier, Toulouse-Amiens et Troyes-Lens. Et on le répète, l'Olympique de Marseille a battu le Stade Rennais et le Stade de Reims a battu Le Mans. Donc voilà, je me suis trompé pour mes pronos hier, pour ceux qui étaient en live hier matin. On va passer à notre dernière petite séquence, cette 20e journée, on peut la boucler. La petite séquence, les anciens de Ligue 1 ou un Français à l'étranger. Tiziano, de qui souhaitais-tu nous parler? Je voulais faire un petit point sur Ismaël Koné.
sur Ousmane Koné et Sassuolo. Ok. Voilà, pour parler un peu Serie A, Ok. qui fait vraiment une excellente saison, qui a marqué ce week-end, qui a été buteur. Je crois que il en est à son troisième ou quatrième but déjà de la saison. Pour un milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Et il va être rejoint par ses anciens coéquipiers à l'OM, Bacola et Ulysse Garcia, qui font leur arrivée du côté d'Asolo. Du coup, on voit une petite connexion entre l'ancien club de De Zerbi et son nouveau. Il n'y a pas Matic Et aussi? il y a Matic, oui, oui, il y a Matic qui fait partie de cette équipe également, bien vu. Non, je voulais en parler parce que j'ai regardé récemment quelques matchs de Sassuolo et c'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent. Ils sont milieu de classement Serie A alors qu'ils viennent de remonter cette saison. Ben, il y a toujours Berardi, hein, qui est une légende du club. Il y a des bonnes prestations. Il y a Lorienté aussi, qui Oui, est c'est vrai. finalement resté cette saison, l'ancien joueur de Lorient. Et c'est plutôt une équipe sympa. Et un Ismaël Koné qui, on a su, enfin, on en a beaucoup parlé cet été, hein, qui a eu une saison difficile du côté de l'OM, ces histoires avec De Zerbi, et qui s'est vraiment bien relancé cette saison, qui est vraiment un joueur super agréable à regarder au milieu de terrain, très technique, très porté sur l'avant. Et voilà, un petit mot. J'ai hâte de voir Bakola, qui pour moi est un vrai bon joueur, un bon joueur d'avenir, voir comment il va pouvoir s'exprimer au milieu de terrain dans cette équipe. Ouais, effectivement, et en plus, on l'a vu aussi, il a été définitivement acheté par Sassuolo, Ouais, donc ça ouais, ouais, rapporte ouais. de l'argent pour l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est 13 millions d'euros, un truc comme ça. Ouais, c'est Euh, dans ce lot-là. Ouais, c'est 13 millions d'euros, donc l'international canadien a officiellement été acheté par Sassuolo. Ouais, c'est vrai que j'ai pas forcément suivi, mais parfait, tu suis la Serie A, donc tu peux nous en parler. Et en plus, moi, je vais rester aussi en Serie A, mais du côté du Milan AC. On en a parlé pour ceux qui étaient présents dans les lives, je le répète. Jean-Philippe Mateta, malheureusement, qui n'a pas Ouais. signé du côté du Milan AC. J'aurais bien aimé le voir, que ce soit au Milan ou à la Juve, hein, mais dans un club plus huppé que Crystal Palace. Finalement, ça s'est pas fait. On espère qu'il aura une deuxième partie de saison où il pourra se relever de cet échec de ce transfert et qu'il ira possiblement à la Coupe du Monde. Mais sur le dernier match du Milan AC, hein, donc c'était hier soir contre Bologne, hein, victoire 3 buts à 0. Et nos Français qui ont brillé, hein, évidemment, avec Christopher Nkunku qui enchaîne les titularisations. On l'a annoncé un peu sur le départ lors de ce mercato hivernal. Finalement, il est décisif. Il marque un penalty hier. Et Adrien Rabiot aussi qui a marqué et qui est le métronome d'Allegri aux côtés de Luka Modric, hein, l'ancien Luka Modric. Donc voilà les deux Français qui sont décisifs du côté du Milan AC. Et même Mike Maignan qui a re-signé la semaine dernière pour 5 ans Ouais. et qui est toujours le patron de cette défense, enfin le patron des gardiens du Milan AC et de l'équipe de France, évidemment. On a aussi Wesley Fofana, hein, toujours hein, titulaire, qui était titulaire lors de ce match. Et c'est déjà pas mal quand même pour nos anciens Français, enfin nos Français et nos anciens de Ligue 1 du côté du Milan AC. Voilà. Bah, je pense que on a fait encore une très belle émission avec toi, Tiziano. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour parler des résultats de la Coupe de France, de la 21e journée. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube, sur Twitch, tous les matins 10h midi en live. Et encore une fois, merci Tiziano pour cette émission. Bah, merci à toi, hein, ça fait plaisir de revenir après quelques semaines en off. Mais ouais, belle émission, je suis content. Eh ben nickel, ben, on est tous les deux contents, on va pouvoir se laisser là. On se retrouve bientôt les amis, prenez soin de vous et on se retrouve une prochaine fois. Ciao les amis.